Eh bien, bonjour à tous. Alors pour cette nouvelle vidéo deck profile, je vais enfin parler d'un deck méta. Alors, ça peut paraître original parce que quand on regarde bien mes vidéos deck profile, d'habitude, c'est des decks qui sont très fun, qui peuvent beaucoup brick et qui n'ont pas énormément de place dans la méta actuelle, hein. Je pense à Farstar ou à Shadow. Là, il se trouve que je me suis penché sur un deck depuis peu, là. Donc Sprite, parce que de toute façon, vous l'avez vu dans le titre, hein, que c'était une vidéo deck profile Sprite. Alors, pourquoi Sprite n'est pas Kashtira ou autre? Bah, déjà, le budget, hein, j'ai pas envie de dépenser 600 € pour un deck. Et puis, Sprite, il se trouve que bon, j'ai eu une malchance avec, c'est que j'ai acheté le deck 2 semaines avant la banne de Elf. Depuis la banne de Elf, il se trouve que j'ai laissé le deck de côté. Et finalement, j'y retourne parce que je trouve le deck très versatile, qui a de bons match-up, notamment, on va penser à Despia ou à Kashtira. Je trouve que ce sont des match-ups qui sont assez corrects à aborder. Si on gère bien le go-in first, normalement, on devrait pouvoir gérer ces match-ups sans trop de soucis. Si on est en go-in second contre Despia, c'est plus compliqué que contre Kashtira. Je vous montrerai pourquoi, parce qu'on joue quand même des bonnes outs à Kashtira, contrairement à Despia. Mais le deck reste très versatile. Et surtout, il a beaucoup de déclinaisons possibles, ce qui fait que le deck est un peu imprévisible. Votre adversaire voit une norme de castor agile, il va se dire, tiens, c'est d'accord, pourquoi pas interrompre, mais si jamais vous avez les runiques, interrompre un castor agile, ça ne sert à rien. Donc, notamment par ses nombreuses variantes, Sprite est un deck qui est soit très consistant, soit un peu moins consistant, mais qui va beaucoup se baser sur des end-traps et des breaking boards. Et donc, toute la flexibilité de Sprite rend le deck plus complexe qu'il n'y paraît, notamment à affronter. Et c'est justement cette complexité sur le deck que j'ai beaucoup apprécié. Donc, pour parler de Sprite, je vais vous faire vite fait une deck profile. Et c'est certainement celle que je jouerai à Vitroll. J'ai peut-être un ou deux changements qui vont arriver. Mais j'aime beaucoup ce deck et donc du coup, je pense le jouer. On a vu notamment aussi au WCQ de Nantes que c'était le deuxième deck le plus joué. Voilà, 10% contre 14% pour Kashtira. Donc c'est un deck qui va être très présent et je pense qu'il est important pour les gens de savoir ce que peut faire vraiment le deck et surtout comment bien interrompre le deck et surtout voir quelles sont ses forces et ses faiblesses. Donc on va tout de suite commencer le deck profile parce que ça fait tout simplement bientôt 3 minutes que je commence à parler. Pour une intro de deck profile, ça commence à faire long, surtout que vous n'avez vu aucune carte. Enfin bref, on va commencer tout simplement avec la meilleure carte du deck, 3 Blue. Enfin c'est pas la meilleure, c'est la deuxième meilleure carte du deck. Mais Blue qui peut tuto n'importe quel monstre sprite. Donc tous les sprites ont une gimmick un peu particulière, c'est que si vous contrôlez un monstre de niveau ou rang 2, vous pouvez le spé. Vous ne faites pas avoir par des gens qui le spé quand vous contrôlez des liens 2, ça ne marche pas, c'est que des niveaux et des rangs 2. Donc sprite du Blue qui se spé depuis la main sans se déclarer, tous les sprites ne se déclarent pas. Donc par contre, ils se prennent tous par exemple des jugements solennels ou des trucs dans le genre, mais c'est quand même intéressant à savoir que vous n'avez pas besoin de le déclarer pour le spé. Par exemple, si vous affrontez un Mirage, vous n'allez pas payer 600 points de vie pour spé votre sprite du bleu. Donc on joue 3 sprites du bleu, hein, tout simplement, qui peut tuto tous les monstres sprites du deck. Voilà. Ensuite, on va jouer tout simplement 3 jets. Voilà. Bon, jusque-là, je vous apprends pas grand-chose si vous avez déjà vu des deck profile de sprite. C'est des ratios assez classiques. Donc jet, comme sprite du bleu peut se spé si vous contrôlez un niveau rang 2. Et contrairement à bleu, lui va tuto n'importe quelle magie piège de l'archétype. Donc x3, très important. On va avoir ensuite des ratios un peu classiques, même si on a vu émerger ces derniers temps 2 carottes ou 2 raids. Moi, je préfère rester sur un de chaque, parce que vous verrez que moi, je joue la piège. Et la piège permet de rebound du cimetière l'un, et avec starter, spé l'autre pendant le tour d'adversaire, donc avoir les deux sur le terrain, ou avoir l'un ou l'autre, selon ce que vous affrontez, c'est plutôt pas mal. Je préfère toujours partir sur carotte, car le deck est assez sensible quand même à Livre de l'Éclipse, Evenly, etc. Plutôt que des Negate Monstres, parce qu'on verra que les Negate Monstres, on peut les passer. Mais surtout, carotte pour moi est très importante, même pour Branded Fusion, si jamais vous n'avez pas de hache en main. C'est toujours mieux d'avoir un sprite de carotte sur le terrain plutôt qu'un raid. Donc potentiellement passer à 2 carottes si vous le voulez. Moi je le joue qu'à 1, ça me réussit correctement, donc je vois pas de raison de le mettre à plus d'exemplaires. Ensuite, on va voir tout simplement la meilleure norme du deck, Castor Agile.
Pourquoi je dis la meilleure norme du deck? Parce que Castor Agile, quand vous l'invoquez normalement, vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre agile de max niveau 3 depuis votre deck ou votre cimetière. Ce qui fait que ça fait un très bon extender et ça vous donne de la très bonne recovery quand votre board est passé. Parce que vous allez voir qu'on a une carte qui va le tuto ou une carte qui le récupère du cimetière une fois que le board est passé. Donc ce qui permet d'avoir un T3 très fort et pouvoir potentiellement OTK. Parce que quand on a posé son T1 avec Sprite et que l'adversaire a réussi à le gérer, il lui reste pratiquement rien en main. Et la norme Castor Agile fait énormément le taf dans le deck. Pour aller avec Castor Agile, évidemment, on s'en doute, hein, c'est la deuxième meilleure carte agile du deck. Et de toute façon, la deuxième carte agile que je ne joue pas le poisson, je sais pas quoi. Je ne joue que de 5 monstres agiles, donc 3 castors et 2 lots. Lot, elle a la particularité de si elle envoyait de la main ou du deck au cimetière, d'invoquer maximum 2 monstres agiles de max niveau 3, lot exclu depuis le deck. Vous allez voir que du coup, on a des combos assez sympathiques pour proc son effet, que ce soit avec Sprint, que tout le monde connaît, ou avec la prochaine carte, tout simplement, qui est 3 Swap Frog. Alors, Swap Frog, elle a plusieurs effets. Voilà, tout simplement, lorsqu'elle est invoquée, on peut tout simplement foolish un monstre aqua de niveau 2. Voilà. Donc c'est assez fort. Je sais qu'il y a des gens qui vont plutôt jouer la version avec Evil Twin. Vous verrez que moi, je ne joue pas la version Evil Twin. Et avec la version Evil Twin, tu peux défausser un monstre aqua de niveau 2. C'est Lila, je crois. De mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà. Ensuite, lorsque vous l'avez en main, tu peux la spé de ta main en défaussant un monstre haut. Donc si par exemple tu défausses Lot Agile, c'est pas un effet qui se déclare, tu défausses Lot et tu spé ta grenouille démon. Et à partir de ce moment-là, tu peux faire chaîne 1 Lot, chaîne 2 Swap Frog. Et en faisant ça, tu bloques chaîne ta Lot avec ta Swap Frog pour foolish une Swap Frog et spé 2 castors. Donc si ton adversaire a une hache ou une imperm, il est obligé de la craquer sur Grenouille Démon et vous verrez que foolish une Swap Frog, c'est pas très dérangeant. Alors que par contre, commencer son tour avec 2 castors sur le terrain, sachant que vous n'avez pas norme et que vous avez déjà 3 body, ça peut très vite faire peur à l'adversaire. Donc Swap Frog est clairement une excellente carte dans le deck. Ensuite, pour terminer avec les monstres niveau 2, je joue une dernière petite engine de 2 cartes. Je cherche une engine courte à jouer dans le deck qui peut être facilement remplaçable post-side et qui fait des bons trucs tour 1, j'ai trouvé, c'est tout simplement Melfi. Alors pourquoi Melfi et pourquoi non seulement un Kati et un Pini? Pourquoi pas Wally qui est en spé 2? Pourquoi pas Pupi qui peut tout simplement spé un monstre bête du deck et donc spé Calantosa pour détruire un pendant le tour d'adversaire? Je trouve que Kati et Pini déjà, ce sont des cartes qui, en main, sont toujours correctes, hein. Avoir Cathy en main, c'est toujours bien, même en go in first. Avoir Pini en main, c'est toujours bien, parce que si vous avez Pini en main, avec Cathy, vous allez plutôt, justement, tuto le Castor Agile, si jamais vous ne l'avez pas, pour le prochain tour. Et donc, du coup, si vous avez Pini en main et que vous faites ça, vous allez pouvoir le spé et tout simplement faire une synchro. Voilà, donc si jamais vous ne connaissez pas les Melfi, sachez que Cathy, elle a un effet sur le terrain, que si jamais votre adversaire norme, spé ou le cible avec une attaque, vous pouvez activer son effet, donc il n'y a pas de cost, vous la renvoyez en main et vous allez pouvoir tutoriser un monstre bête. Peu importe le niveau, peu importe si c'est un Melfi ou pas, vous allez pouvoir tutoriser un monstre bête, donc Castor, ou dans le cas où vous ne l'avez pas en main, Pini. Pini, elle a un effet, c'est que si jamais un monstre Melfi est remonté en main, je peux invoquer spécialement Pini Melfi de ma main et faire une synchro avec lui et ce que j'ai en main. C'est dans le même effet. Donc si jamais quand il arrive sur le terrain, vous me dites Imperm, ça ne marche pas, car on n'a pas résolu la chaîne entièrement. Donc vous invoquez et vous faites une synchro. Et en faisant ceci, et ben tout simplement, vous ne vous prenez pas Imperm, vous ne pouvez que vous prendre Gamma, mais quand vous prenez Gamma, généralement, c'est que votre adversaire a déjà invoqué normalement ou spécialement, donc il n'a pas de place pour faire Gamma, et donc vous pouvez tout simplement blockchain, Pini aussi avec une autre chose qu'on verra après, et donc du coup ne pas se prendre de negate. Ensuite, on va passer aux magies, on a terminé avec les monstres niveau 2. On va passer aux magies avec la meilleure magie du deck et certainement la meilleure carte du deck, Sprite Starter, qui fait beaucoup trop de choses. Certes, on se prend H, certes, on se burn, donc au time, c'est pas si fou, mais la carte est tellement forte, permet de outrepasser la norme. C'est pour ça qu'on voit des decklists généralement avec Sprite et Runic. C'est que vu que vous n'avez pas besoin de normes avec les Runic qui vont se play forcément au niveau 2 sur le terrain, et donc vous pouvez juste déballer votre deck. Et le fait qu'on a starter, on peut jouer tout simplement en main des lava golem ou des trucs de rat là. Ce qui permet tout simplement d'avoir
un excellent go in second en effaçant le board adverse. Voilà, pour moi, Sprite Starter, la meilleure magie du deck. Ensuite, on va jouer les 3 dernières cartes Sprite, 3 one-off. Sursaut Gamma pour le go second et pour faire la machine OTK. On a Smasher forte en go in first ou en go in second, tout simplement pour faire une interruption pendant le tour de l'adversaire ou pendant votre tour. Comme ça, si jamais votre adversaire a mis seulement le Arizard Kashtira, vous pouvez tout simplement faire Norm Castor, enfin, ou Starter, si jamais vous avez des cartes runiques, enfin, cartes Sprite dans le cimetière, évidemment. Si jamais vous avez, par exemple, Starter, vous faites effet, votre adversaire dit OK, tu spé ton blue, blue effet. Ton adversaire a fait effet Resort pour target blue et le ban face down. Tu fais fracas, tu bannes une carte sprite de ton cimetière. Donc tu vas ban le starter que tu viens de jouer. Tu vas bannir un monstre sur ton terrain et sur le terrain de l'adversaire. Donc, enfin un monstre niveau rang lien 2, évidemment. Et un monstre sur le terrain de l'adversaire sans cibler. C'est même pas un monstre, c'est une carte. Donc ça permet de outrepasser beaucoup de choses. Ça permet d'outrepasser aussi des floodgates notamment. Hein. On pense beaucoup aux cartes comme Rivalry, comme Zerkenby, comme par exemple des cartes que l'on n'aime pas trop voir avec Sprite, comme Absorption de compétences ou autre. Fracas permet de les outrepasser, c'est un peu, comment dire, notre passe-partout tutorisable. Et la dernière, c'est double croix de Sprite, parce qu'on a vu qu'on jouait les Swap Frog. Donc si on joue les Swap Frog, on va jouer Crapodilic. Et double croix de Sprite est une carte qui est insane en vrai. Insane, juste en go second, forcément, si vous l'avez en main de départ, vous êtes pas très heureux, mais c'est pas grave, parce que c'est une carte qui nous apporte tellement de plus en go in first que, pour moi, la jouer en main deck est tout simplement mandatory. Ensuite, on va tout simplement passer au free spot, parce qu'on a terminé avec le main deck, et vous allez voir qu'on va avoir beaucoup de free spots. De mémoire, on en a 16, mais on verra ça tout de suite. Pour moi, une des meilleures entrappes du format, Nibiru. Nibiru x3. Alors pourquoi meilleure entrap du format? Elle fait peur à beaucoup de decks. Vous allez me dire, oui, mais Kashtira, il va juste finir avec Risert et on sera à 4 invoques, donc Nibiru servira à rien en main. Oui, mais Despia va essayer d'invoquer Dragoon, et donc dans ce cas, elle va servir à rien en main. Et oui, on a les decks comme Sword Soul qui vont faire Baron en direct à la 3ème invoque, et donc du coup Nibiru servira à rien en main. Et bah je vous dirais tout simplement c'est faux. Pourquoi? Contre Kashtira qui aura fait que 4 invoques, la seule présence de Nibiru potentielle dans la main va le forcer à négliger son board. Et s'il ne néglige pas que vous l'avez en main, dans ce cas, c'est tout simplement un massacre. Et go in second avec Sprite, vous avez vu, je peux vous assurer qu'avec Sursaut Gamma de Sprite qui donne 1400 d'attaque à tous vos monstres de niveau rang lien 2, ça va très très vite pour les OTK. Sans compter que du coup, vous aurez le Nibiru directement sur le terrain. Ensuite, contre Despia, vous allez dire oui, mais c'est pas si fort. Comment ça? Alors déjà, oui, généralement, on va avoir des Despia qui vont faire soit Dragoon, soit tout simplement faire que 4 invoques. S'il ne fait que 4 invoques, bon, il aura déjà un bon board, ce sera un board Despia, c'est pas grave. C'est comme ça vous servira potentiellement de cartes, soit à discard, soit à faire des choses avec, c'est pas trop grave. Mais surtout, s'il fait Dragoon, faire Nibiru, ça reste toujours utile. Ça fait du 1 pour 1, parce que lui, il va défausser une carte pour annuler et détruire Nibiru. Sachant que Despia a très peu, comment dire, de free spot, le fait qu'il défausse 1, ça peut potentiellement vous assurer le fait qu'il n'ait plus de carte en 1 pour une Omni-Negate le tour d'après. Et même s'il défausse une carte et qu'il lui en reste une, c'est vrai qu'il aura peut-être qu'une Omni-Negate pour le tour d'après. Vous allez voir que le deck sprite peut jouer autour d'une Omni-Negate. C'est pas trop problématique. Donc Nibiru, pour moi, excellent. Ensuite, évidemment, comme j'en parle beaucoup depuis le début, Despia, c'est quand même un deck qui est plus budget que Kashtira. Peut-être un tout petit peu plus budget que Sprite. Mais H, tellement versatile cette carte, comment dire. Émergence, tu dis H. Fusion Branded, tu dis H. Gigantique, tu dis H. Licorne, effet, tu dis H. Papayas, tu dis H. Donc pour moi, H, c'est clairement une carte qui est beaucoup trop forte actuellement. Peut-être la meilleure entrap du format actuel. Avec Nibiru, franchement,
Ça se tire la bourre au niveau de laquelle entrap est la meilleure. Mais pour moi, H est vraiment très versatile et nécessaire de la jouer dans un deck sprite où vous avez beaucoup de free spot. Pour terminer les entraps, 3 imperm. Est-ce que j'ai besoin de parler d'imperm? Je ne pense pas. Imperm, une entrap, vous allez me dire, c'est un Veiler amélioré. Oui, et beaucoup plus que ça. C'est un Veiler qui non seulement se joue pendant votre tour et celui de l'adversaire si vous ne contrôlez aucune carte sur le terrain. En plus de ça, c'est une carte qui ne se défausse pas depuis la main, donc on ne peut pas se prendre de call-by ou ce genre de choses. Et dernière chose très importante, c'est une carte piège. Une carte piège qui donc ne se prend absolument pas de TTT ou de PTT pour aller tuto des magies ou pièges normales. Tout simplement parce que vous n'avez pas activé d'effet de monstre. Et pour moi, Imperm est tout simplement une carte exceptionnelle en go in second, car si votre adversaire tente de faire un effet de gigantique, de normal Uber effet, de Spellicorn, Spefenrir effet, tu fais Imperm, ton adversaire est là, il fait bah, si j'ai PTT ou TTT en main, bah, ça ne sert à rien. GG. Ensuite, des cartes de go in first comme go in second. Voilà, je me suis plus orienté là-dessus parce que je voulais jouer Evenly en main et je me suis dit en fait, Evenly, le problème c'est que si vous l'avez en go in first, certes en combat de grand game sera toujours fort, mais il faut des cartes où quand tu go first, même si tu briques, tu peux jouer pendant le tour de l'adversaire et ça l'empêche de jouer lui. C'est pour ça que je me suis dit 3 contrôleurs d'ennemis. 3 contrôleurs d'ennemis, trop fort en go in first, trop fort en go in second. Tu fais Normcaster effet, ton adversaire te fait Imperm, tu chaînes contrôleur d'ennemi, tu sacrifies Caster, donc l'effet Caster va passer parce que la cible n'est plus sur le terrain, et tu vas prendre le contrôle par exemple d'un Eraser adverse. Prendre le contrôle d'un Eraser adverse qui n'a que ça sur le terrain parce que tout simplement il a eu peur de Nibiru, je peux vous assurer que c'est ravageur et ça fait tout simplement une machine à OTK. Donc contrôleur d'ennemi très fort en go in second et en go in first aussi, car si votre adversaire fait par exemple Norm Moyer effet, on dit ok, pas de souci. Tu fais contrôleur d'ennemi sur un des monstres que tu as sur le terrain, tu prends le token, il a plus de token, il a plus de Syntho, donc il est tout simplement anéanti. Pour un contrôleur d'ennemi très très fort, et puis surtout contrôleur d'ennemi permet de passer outre la Ibli Lock et permet de passer outre la disciple de Ralok, donc très très fort. Ensuite, alors beaucoup de gens jouent sa variante qui ne cible pas et qui fait ça sur tout le terrain. Moi, je préfère Book of Moon. Pourquoi Book of Moon? Alors, vous allez me dire, oui, mais Book of Moon, ça target. Oui, mais Book of Moon, ça le fait que sur un monstre. Oui, mais il ne faut pas oublier que Book of Moon, déjà, ne se fait pas negate par H, qui est, comme je l'ai dit, une des meilleures entraps du format, donc que tout le monde va jouer. Et surtout, Book of Moon est une aussi bonne interruption que le livre de l'éclipse contre Kashtira. Il fait Spellicorn, tu fais Book of Moon sur Licorne. Il n'a pas activé son effet, donc parce que le timing ne s'y prêtait pas. Il a un monstre sur le terrain, donc il ne peut plus rien space. Il n'a pas naissance en main, il ne repart pas. Donc pour moi, tout simplement Book of Moon, une excellente carte de go in first comme go in second, car go in second, si votre adversaire qui joue cash a eu peur de Nibiru, il fait Book of Moon sur Razert. S'il a 7 la piège qui fait comme un Evenly, et ben, il n'a plus d'Xyz sur le terrain, donc il ne pourra plus le faire. C'est très très fort, tu peux faire un Book of Moon sur Shangri-La, comme ça tes logs sont des zones. Pour moi, Book of Moon est une excellente carte dans la méta actuelle et il n'y a pas besoin de jouer Livre de l'Éclipse. Et surtout, dernière carte, Changement de cœur. Pourquoi Changement de cœur? J'ai beaucoup hésité sur une carte que je pouvais mettre en one-off. Vous avez vu que j'ai pas trop de pet MP dans le main, j'aurais pu prendre Plumeau. Ça dépend de sur quoi vous jouez en fait. Si dans vos locaux, etc., vous affrontez beaucoup de labyrinthes, vous affrontez beaucoup de decks dans ce genre, changement de cœur sera pas forcément nécessaire. Ce sera mieux de jouer Plumeau. Pour moi, changement de cœur reste une excellente carte. Même contre un Traptrix, tu fais changement de cœur, target Serra Traptrix, tu voles la Serra Traptrix, ça reste toujours une très bonne carte à voler. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de decks qui se prennent changement de cœur. Tu fais changement de cœur sur un miroir jade adverse, ça peut faire très très mal rapidement. Parce que si jamais tu l'envoies au cimetière, il ne sera pas envoyé au cimetière par une carte de l'adversaire, mais par nous-mêmes. Et donc du coup, ça ne pourra pas proc miroir jade. Donc assez intéressant pour moi, changement de cœur. Ensuite, on va passer à l'extra deck. L'extra deck, on va jouer un sprint. Et vous allez voir que, en fait, pourquoi jouer un sprint? C'est la question que je me suis posée aussi, c'est pour ça que je vais le remplacer en 2 fois, en 2 exemplaires, par la prochaine carte qu'on verra, qui est tout simplement IP Mascarena. Parce que pour moi, IP Mascarena n'est plus aussi bonne qu'avant.
Certes, on peut toujours faire un Avramax. Avramax dans Sprite, c'est dur à passer parce qu'un Avramax, il n'est pas ciblable, il n'est pas destructible par effet de carte. Croyez-moi, pour Kashtira, c'est une plaie à gérer. Surtout quand il est envoyé au cimetière, il mélange une carte sur le terrain dans le deck sans cibler, donc c'est très fort. Mais pour moi, jouer 2 sprints, c'est nécessaire. Si jamais votre adversaire fait licorne et effet et qu'il vous banne votre seul sprint que vous avez dans l'extra deck, ça peut très très vite être compliqué au niveau du grind game ou même au niveau de la phase de combo si vous n'avez pas de quoi repartir. Pour moi, 2 sprints, c'est nécessaire. Ensuite, on va jouer un Bunjinki à Ashima. Pourquoi Bunjinki à Ashima? Tout simplement pour Toad. On a pu Elf, donc il faut un moyen de faire Toad. Et on a un moyen de faire Toad avec un Crapaudic dans la main, enfin avec une Swap Frog dans la main et une Swap Frog dans le cimetière. On fait à Ashima et on fait un Toad tout simplement qui nous permet de faire une Omni Negate et surtout d'avoir un extender gratuit pendant le tour de l'adversaire en stand-by phase. Donc très intéressant pour moi. Donc Bunjinki à Ashima en x1, pas besoin de le jouer en x2 si vous ne l'avez plus dans l'extra deck parce que votre adversaire vous la banne. Eh ben, c'est complètement stupide parce que tout simplement, vous avez toujours un Crapaudic et il vous suffit d'avoir 2 Swap Frog sur le terrain, soit en norme 1, soit après en spé 1 avec un gigantique. Ça fait 2 Swap Frog sur le terrain et donc du coup, tu auras forcément accès à Toad. Donc l'autre adversaire va ban Toad. Et s'il vous ban Toad, avec Bunjinki et Ashima, tu peux toujours t'en sortir en faisant des X6 quand même. En faisant probablement des Onibimaru, des gigantiques, ça changerait en fait que tu peux quand même en faire avec une carte dans ta main et une carte dans le cimetière. Donc ça reste toujours une très bonne carte, même si on a plutôt dans l'extra. Ensuite, on va jouer avec les 2 derniers liens de ce deck, enfin de cet extra deck. On va jouer Early et Dark. Alors Dark, je suis mitigé, je vais certainement la changer. Mais pourquoi Dark? Parce que Dark, ça permet de récupérer des dragons du cimetière de l'adversaire. Faut pas oublier que c'est très fort. Récupérer un dragon pendant le cimetière de l'adversaire, tu récupères un Omni Negate, donc c'est toujours intéressant. Mais pourquoi potentiellement la cut? Parce qu'il n'y a plus autant de decks qui jouent de Dark. On va penser par exemple à Sword Soul ou à Labyrinthe, à Traptrix ou même à Kashtira qu'on voit beaucoup en ce moment. Tous ces decks-là ne jouent pas de Dark, il n'y a que Despia qui en joue. Donc c'est une très bonne carte contre Despia, mais c'est une très mauvaise carte contre les autres decks. C'est pour ça que j'hésite à la changer et peut-être potentiellement mettre Ossa, la charmeuse de terre. Alors pourquoi Ossa? Vous allez me dire, parce qu'avec un changement de cœur sur un Fenrir, tu peux faire Ossa et récupérer le Fenrir du cimetière de l'adversaire. Donc tout simplement faire Ossa et récupérer des Fenrir adverses, ça peut toujours être intéressant. Et Early, pourquoi? Parce que ça reste une negate. Et je le jouais avant avec le package d'Apollousa. Parce que quand tu faisais effet Apollousa, tu faisais la negate de Early en même temps, en chaîne, parce que tu activais l'effet. Avec les deux, tu faisais du coup Avramax. Et surtout, en plus d'avoir une negate et un Avramax, tu le récupères en end phase, parce qu'il est envoyé au cimetière par un effet de carte. Il est envoyé par Apollousa, donc tu vas pouvoir le récupérer du cimetière et commencer ton tour avec une lien 2 sur le terrain et potentiellement faire un gigantique à 3002 pour OTK l'adversaire. Ensuite, comment dire, l'outsider du deck, l'outsider du deck qui est souvent méprisé, mais que moi j'adore, Melfi de la Forêt. Melfi de la Forêt, tuto Cathy, on connaît. En plus de faire une negate quand Cathy fera son effet, très important, si votre adversaire fait Spellicorn, tu fais effet Cathy, tu vas récupérer ton Pigny en main, tu vas faire chaîne 1, Melfi de la Forêt, target licorne, chaîne 2, Pigny pour se spé et faire une synchro. Et donc du coup, ce que je vous disais tout à l'heure avec le blockchain en question, c'est que là, s'il veut répondre, il doit répondre qu'à Penny. Il ne pourra pas répondre à Melfi de la Forêt. Et donc, du coup, Licorne qui sera sur le terrain, non seulement aura ses effets negate tant que Melfi de la Forêt est sur le terrain, mais en plus de ça, il ne pourra pas attaquer. Et donc, du coup, s'il ne peut pas attaquer Melfi de la Forêt pour le péter, il ne pourra pas récupérer ses effets, et donc ne pourra pas tuto tant qu'il sera sur le terrain. Donc, pour moi, une carte excellente. Ensuite, désolé, on va jouer 3 gigantiques. Pourquoi 3 gigantiques? Pour le granit. Gigantique est une carte excellente. Vous pouvez le jouer qu'à 2, mais si jamais on vous fait une licorne et un diablosis pendant le tour d'adversaire, vous perdez vos 2 gigantiques, vous faites quoi? Bah techniquement, vous ne pouvez pas OTK. C'est une carte, c'est une machine à OTK cette carte, faut pas oublier. C'est une carte qui permet de ne pas spawner Nib. C'est vraiment une excellente carte. Pour moi, le jouer à 3, c'est bien, parce que même si vous faites un diablosis et une licorne, vous pouvez toujours garder un gigantique dans l'extra deck, et donc du coup, pouvoir repartir sur vos combos de base. Si vous n'en avez que 2 et que vous perdez les 2, bah, votre deck tournera beaucoup moins bien, et donc du coup, vous ne pourrez pas OTK, et malheureusement, vous finirez peut-être par perdre la partie, sauf si vous avez une godmain.
Pour finir, on va avoir des one-off, donc Onibimaru et Toad. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de ces deux cartes? Le MVP. Alors pourquoi le MVP? Parce que c'était une commune de bac, hein, que tout le monde méprisait. Quand Sprite est sorti, tout le monde s'est dit: «Mais attends, mais la carte est forte en fait». Et oui, la carte est super forte. Le deuxième effet peut toujours servir, mais c'est pas forcément le meilleur. Mais surtout, le meilleur effet de Onibimaru, tu peux détacher un matériel, tu scies un monstre sur le terrain de l'adversaire, tu le bannes jusqu'à la prochaine end phase. Ça outrepasse Shangri-La parce que ça le banne et ça ne le détruit pas. Donc quand Shangri-La se reviendra, il n'aura plus de matériel, donc ne sera plus protégé de la destruction. Et surtout, il revient qu'à la prochaine stand-by. Enfin, la prochaine end phase, pas la prochaine stand-by. Donc c'est plutôt fort. Et Toad, Toad. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est Toad. Toad est vraiment une carte super forte. Pour finir avec les Xyz, le package Zeus, voilà. Alors on pourrait jouer à 2 Zeus et du coup potentiellement enlever un gigantique. Voilà, moi je joue Zeus qu'à 1 pour une question de budget. Mais si je le pouvais, oui, je jouerais Zeus à 2 parce que Zeus est une excellente carte. Et que si vous faites ban Zeus, vous avez une place dans l'extra qui ne sert à rien. Parce que Magician Seraphina vous ne servira jamais à rien si vous n'avez pas de Zeus. On va terminer avec les deux seuls synchros qu'on va jouer. Du coup, comme je vous l'ai dit, on a une negate grâce à Jeu du loup, mais enfin Melfi de la forêt, grâce au fait que Cathy va revenir en main. Et donc du coup, à la synchro, vous avez deux choix. Soit vous partez sur Herald et avoir une Oni negate en plus, soit vous partez sur Heureux Melfi. Pourquoi Heureux Melfi? Vous allez me dire. Dans tous les cas, vous voulez faire Herald, mais il y a des cas où non. Heureux Melfi, par exemple, très fort contre Sprite, parce que les sprites peuvent se spec qu'une fois par tour. Donc, enfin, du moins, grâce à leur propre effet, ils peuvent se spé qu'une seule fois par tour. Si vous faites spé blue et starter spé blue, vous pouvez spé 2 fois blue. Ça servira à rien, mais vous pouvez. Mais le Melfi, très important parce que si jamais votre adversaire fait une norme, par exemple, je sais pas moi, de Swap Frog, ou n'importe quelle norme contre Sprite, vous faites Melfi, vous allez bounce la norme. Bounce une norme avec Melfi. Sachant que le monstre a quand même 1000 de def et 1500 d'attaque, et donc du coup ne peut pas être passé au combat par tous les sprites qui existent. Alors que Herald, s'il a 1000 de def, vous êtes obligé de le mettre en def, il fait une norme, il dit battle, et après, vous n'avez plus d'Omni Negate. Donc pour moi, Euromelfi est excellent contre les decks qui ont besoin de leur norme, et Herald excellent contre les decks qui sont plutôt combo, et qui ont besoin de leur cimetière. Donc on a le choix entre les deux, moi je prends les deux, pour avoir plus de versatilité contre les decks adverses. Tout simplement. On va passer maintenant au side deck, et pour faire le side deck, pour finir cette vidéo, je vais vous montrer des cartes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans un side deck, mais que moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc on va commencer avec 3 Heavenly, hein, tout le monde connaît la puissance de Heavenly. Tout simplement, rase le board adverse en le bannissant tout face down, jusqu'à avoir qu'une seule carte. Très fort contre les decks pièges, très fort contre les decks qui n'ont pas d'Omni Negate comme Kashtira, très fort contre Despia aussi, parce que s'il banne tout face down, il va lui rester quoi? Un Miroir Jade ou un Dragoon peut-être? Et Miroir Jade ne pourra pas proc son effet s'il est banni face down, donc très important, Evenly en side deck, contre les decks back row, contre les decks qui sont actuellement dans la méta, c'est une carte exceptionnelle. Ensuite, on va jouer toujours contre les decks back row, parce que c'est vraiment ce qui nous fait peur avec ce deck. On va jouer contre 3 cyclones cosmiques. Pourquoi 3 cyclones? Très fort en go in first, très fort en go in second. Pay 1000, banni 1, très fort contre surtout les Headlish, très fort également contre Naissance Kashtira, excellent contre Traptrix, que l'on voit beaucoup en ce moment grâce à la sortie du deck de structure, car s'il n'a plus son monstre qui va sa carte piège qui se spé comme un monstre, tu le bannes depuis le terrain ou quand il fait son effet pour se spé comme un monstre, et ben il n'a plus d'extender. Et s'il n'a plus d'extender, et ben il est tout simplement anéanti pour pouvoir partir sur Rafflesia et vous empêcher de jouer sur votre tour. Ensuite, on va voir 3 autres petites cartes sympathiques. Surtout, ça c'est pour le side Going First, parce que je voulais un side de cartes Going First, parce que là on voit qu'on a 3 Cyclones et 3 Evenly. Pour le side Going First, on a 3 jugements. J'ai beaucoup hésité entre 2 cartes, soit jugement, soit barrière dimensionnelle. Celle qui me paraissait le plus appropriée était jugement. Pourquoi? Parce que certes, vous sacrifiez la moitié de vos life points, mais jugement dit votre adversaire perd forcément une ressource. Alors barrière dim, vous allez me dire oui, mais tu joues contre Despia, tu fais barrière dim, le deck ne tourne plus. Et je vous dirais oui,
Sauf que le problème de Barrière Dim, c'est que c'est pendant un tour. Et maintenant, Despia a des moyens de jouer pendant votre tour et faire des fusions grâce à Cartesia, grâce à Branded in Red. Il peut faire tout simplement des chimères ou des trucs dans le genre. Et pendant votre tour, si vous pète 2 grâce à chimère, et ben vous êtes bien embêté. Donc pour moi, un jugement solennel sur, par exemple, l'aspect de Cartesia. Ton effet pour ce spé, tu fais jugement, tu l'annules, tu détruis. Ton adversaire, il fait, je sais pas moi, une spé d'un monstre, il fait spé blue, tu fais jugement. Voilà. Ton adversaire fait spé licorne, tu fais jugement. Alors que barrière dim, tu vas faire effet, ton adversaire va faire ok, pas de souci, je ne ferai pas d'Xyz par exemple avec Kashtira, mais tu vas devoir quand même outrepasser une licorne, outrepasser un Fenrir et outrepasser la magie de terrain. Et donc du coup, pour contrebalancer ça, 3 jugements pour moi, c'est tout simplement une carte exceptionnelle. On va jouer 3 cartes de Go in second, dont une au time. On va jouer un plumeau, voilà. Je vous l'ai dit, on n'aime pas les cartes les backrows, donc jouer cette carte de pet MP, c'est toujours utile. On va avoir un Pancra. Honnêtement, si j'avais des Fenrir, je jouerais Fenrir, mais bon. Voilà, le budget n'y est pas. Donc on va jouer un Pancra. Pancra qui reste fort aussi contre les backrows, hein. Faut pas oublier que Pancra peut tout simplement enlever un absorption de compétences à lui tout seul. Donc Pancra, excellente carte. Sans compter que votre adversaire, quand tu fais Pancra, il a besoin de se sacrifier, de ne pas s'envoyer au cimetière. Donc si vous affrontez le Macrocosmos ambulant qui est Horizon, tu t'en fous. Tu le sacrifies, tu détruis Horizon, et tu es très content comme ça. Et enfin, gagner au time, c'est un art de tous les jours, et donc du coup, diapason rouge. Alors, de me dire diapason rouge, oui, mais c'est que en going first, tu auras mieux fait de jouer des filles fantômes et cornouillers effrayants. Je vous dirais oui, et je vous dirais non, parce que si vous jouez filles fantômes et que vous going first, vous faites quoi avec? Bah vous faites rien. Voilà. Alors que là, avec diapason rouge, vous avez juste à le side, vous gagnez des life points, et c'est très bien. Et pour finir, les cartes de going first, alors, j'aurais pu mettre des kaiju, j'aurais pu mettre des golems de lave, j'aurais pu mettre des sphères de rat. Mais moi, j'ai une autre carte que j'aime beaucoup, notamment parce que je trouve que c'est l'artwork le plus joli de Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est absolument objectif, hein. C'est Kurikara. Pourquoi Kurikara? Vous allez me dire, un kaiju ou un golem de lave fera bien mieux l'affaire. Mais je vous avouerai que faire un kaiju sur un monstre, oui, d'accord. Mais c'est pas forcément ce qu'on va faire. Alors vous allez me dire golem de lave, oui, mais c'est sur 2 monstres. Ouais, mais si votre adversaire n'a que Arizer, tu fais quoi? Eh bah, tu fais rien. Ensuite, sphère de rat, bah, c'est le même problème que golem de lave. C'est plutôt des cartes qui vont être utilisées quand votre adversaire a un board complet, comme par exemple Sprite. Contre Sprite, golem de lave et sphère de rat sont bien meilleurs que Kurikara. Et pourquoi Kurikara dans ce cas? Kurikara, parce que si votre adversaire a Shangri-La et Eraser, quand il va faire effet Shangri-La pour spé du deck, il aura fait un effet de monstre. Quand il va faire effet Horizon pour attacher un matériel, il aura fait un effet de monstre. Donc tu vas sacrifier 2 cartes de l'adversaire, spé Kurikara, taper à 4005, end phase, respé un Fenrir du cimetière de l'adversaire. Pour moi, Kurikara est une carte un peu sous-cotée, certes plus optionnelle que les autres cartes que j'ai précisées avant, donc Golem de lave, etc. Mais Kurikara ne vous lock pas sur votre norme. Et je vous avouerai que dans ce deck, vu que je ne joue pas la version runique, j'ai besoin de ma norme. Donc pour moi, Kurikara est tout simplement une meilleure solution que ces autres cartes. Vous pouvez aussi jouer un Kaiju, hein, potentiellement si vous êtes en go second, vous décidez les livres de la lune, vous mettez des Kaiju, et ça va tout seul. Mais pour moi, Kurikara est une excellente carte. Et puis regardez ça, regardez comment elle est belle. On ne peut que la jouer quand vous l'avez. Enfin voilà. Voilà, en attendant, j'espère que cette deck profile de Sprite avec un petit peu de Melfi vous aura plu. Voilà, si jamais vous avez des commentaires, des réclamations ou peut-être des hésitations sur certaines cartes à jouer ou même des conseils à me donner sur quelques cartes que je pourrais jouer, eh bien écoutez, je suis preneur, n'hésitez pas à lâcher votre commentaire pour me dire justement ce que vous en avez pensé. Et en attendant la prochaine deck profile, je vous dis tchuss.